Ici Jean-Philippe Trottier, nous allons poursuivre maintenant le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors je vous re-souhaite la bienvenue aux nouveaux auditeurs qui ont syntonisé. Il est maintenant 12h37. L'être humain adore prévoir l'avenir, ou du moins essayer de se l'imaginer. La fin du monde n'ayant pas eu lieu le 21 décembre dernier, nous sommes malheureusement pris avec la nouvelle année que je vous souhaite joyeuse au demeurant. Et cherchons à anticiper ce que cette année nous réserve. J'ai interrogé mon gourou, mon chroniqueur Mathieu Bocoté pour tenter de lui tirer les vers du nez. Et voici ce qu'il a essayé de dégager pour 2013 autour du thème de la crise, vu dans la double perspective de la politique québécoise et de la mondialisation. Mathieu, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Bonne année à vous aussi, mais je précise, je ne suis pas gourou, seulement prophète. Et vous savez quoi? Vous avez été baptisé ou pas, vous? Oui, bien sûr. Donc vous êtes roi, prophète et prêtre. Oh mon Dieu, j'ai tous les titres. Vous avez tous les... Moi aussi, Daniel aussi, tout le monde à la radio, s'ils ont été baptisés, sont rois, prophètes et prêtres. Oh mon Dieu, j'ignorais que le baptême donnait de tels titres. Bah écoutez, alors c'est une excellente raison de baptiser ses enfants. Vous allez vous endormir moins niaiseux ce soir, et moi aussi du reste. Mathieu, 2013, donc, soyons rationnels un petit peu. Dans la double perspective de la politique québécoise et la mondialisation, donc sous le thème de la crise. Commençons par la politique québécoise. Eh bien, je crois qu'il faut 2013 notre sens qu'à partir de 2012, bien sûr. Oh, bravo. 2012, qu'est-ce que c'était? C'est une année de crise politique majeure au Québec. C'est-à-dire, c'est une année où un malaise accumulé pendant des années, tout le malaise accumulé au fil de la décennie post-référendaire, de la culture politique post-référendaire, tout ce malaise s'est déversé dans l'espace public à partir du printemps, autour de la question, on se rappelle le printemps érable, la contestation étudiante, la contestation du gouvernement Charest. C'est une année de grande tension politique et idéologique au Québec. Tension idéologique à un point tel que certains esprits déréglés, un esprit déréglé, en fait, on s'en rappellera le soir des élections du 4 septembre, excité par le discours antinationaliste au Québec, a même pris un fusil pour tirer sur Pauline Marois. La violence politique est réapparue au Québec en 2012 de manière inattendue. C'est une année par ailleurs où le Québec a fait la découverte de sa fracture intime et profonde. Les grandes coalitions de la Révolution tranquille sont derrière nous. La grande cohérence nationale est derrière nous. Désormais, le Québec est une société qui non seulement ne sait plus ce qui l'unit, mais même ce qui la divise. Une société cassée en 3 blocs. Question nationale, question gauche-droite, région, Montréal, francophone, anglophone, allophone, les lignes de fracture se multiplient. Donc tout ça pour dire, 2012, c'était une année qui a été vécue sous le signe de la crise, et je dirais surtout d'une crise qui s'est terminée de manière insatisfaisante. Quand on pense aux élections dernières, il n'y a pas eu de solution politique à la crise. Le gouvernement est là un peu par défaut, parce que c'est lui qui a été capable d'attraper le plus grand nombre de miettes une fois que 3 parts assez égales dans l'électorat ont été découpées. Donc le gouvernement lui-même ne dispose pas ni d'une légitimité ni d'un élan qui lui permettrait d'engager le Québec dans un nouvel élan collectif. L'opposition elle-même est à ce point divisée qu'on ne sait pas exactement quelle est la ligne de fracture dans l'opposition. Qui sera finalement, dans une course à 3, mieux vaut être un des deux, disait Bismarck, repris par Clémenceau. Eh bien, elle est bonne, celle-là. Au Québec, en ce moment, on ne sait pas lesquels seront les deux. Alors, tenez compte de tout ça quand je dis tenons compte de 2012. Rien n'est réglé au terme de cette année. On sent que, mais le fait est, cela dit, qu'une société qui vit une grande crise et qui ne parvient pas à trouver une forme de débouché politique ou historique ou social, mais cette crise, plutôt que d'avoir une portée de libération, c'est-à-dire en libérant le mauvais, en convertissant le négatif en positif, là, ce qu'on voit, c'est qu'elle s'enfonce dans un certain sentiment d'impuissance et de médiocrité. Vous savez, Mathieu, que crise... Vous avez dit quelque chose d'important? Je crois que 2013 commence avec ce sentiment d'impuissance, un sentiment d'incapacité collective. Donc, reste à voir si finalement ce qui est apparu en 2012 va pourrir en 2013, ou est-ce qu'on va entrer de nouveau dans une espèce de fausse stabilité derrière laquelle notre société se décompose lentement. Crise, en grec, je reviens à mon dada étymologique, ça vient de krinein, qui veut dire discerner. La crise, comme la critique aussi, permet de trier le bon grain de l'ivraie, etc. Moi, j'ai l'impression, je sens pas de crise, je sens un ramollissement général dans le divertissement, dans le chacun pour soi. La crise, je crois qu'il y en a une, elle est larvée, elle ne s'exprime pas. Mais elle s'est exprimée en 2012, c'est le moins qu'on peut dire. Ici et là, comme ça, mais c'est dans les rues. Je veux dire, quand Montréal est paralysé politiquement pendant
pendant des semaines, sinon presque des mois, quand le Québec une partie du Québec est dans la rue, quand le Québec donne lieu à des affrontements entre la police et les étudiants qui donnaient l'impression quelquefois qu'on était en Grèce, bon, en version moins pire, mais il y avait quand même un sentiment de désordre civil assez accentué. Donc la crise, non, elle s'est exprimée. On a quitté en 2012 cette espèce de confort et d'indifférence, pour reprendre la formule de Denis Arcand, pour rentrer, on a finalement testé notre capacité de réactivité collective. Mais curieusement, cette crise étudiante, vous avez raison de la mentionner du reste, on dirait qu'elle a fini en autre boudin. Ben oui, aujourd'hui, c'est ce que je disais d'abord. Tout ça n'a rien donné. C'est-à-dire tant d'énergie gaspillée, tant d'énergie libérée pour finalement se perdre dans le marécage de l'impuissance. Alors, on se retrouve début 2013 et avec ce sentiment que tout ça pour rien. 2012 était une année gâchée. Alors, je reprends la question première. 2013, à quoi ça peut bien ressembler? Eh bien, n'étant pas prophète sérieusement, mais cherchant à examiner les tendances lourdes de notre société. Et encore moins prêtre. Encore moins prêtre. Mais ça viendra un jour. Mes prières vont marcher. Ne prophétisez pas trop en cette matière. Je vais rester prêtre, c'est tout. Alors, je dirais deux tendances. Soit la société québécoise s'enfonce finalement dans cette médiocrité retrouvée qui est celle d'un gouvernement impuissant, d'une opposition un peu lâche. Il va y avoir des événements politiques importants cette année, la course à la direction du Parti libéral du Québec et du Canada, mais sur le fond des choses, est-ce que notre société va finalement consentir, après avoir des gesticulations de 2012, va-t-elle consentir à finalement un nouveau cycle de médiocrité collective, ce qui n'est pas impossible, ou alors, et là c'est à ce moment que l'espérance s'ajoute à l'analyse, est-ce que faisant l'expérience du blocage au pouvoir, c'est-à-dire là on a un gouvernement minoritaire qui est empêché dans tout ce qu'il veut faire, est-ce que notre société va être capable finalement d'opérer un partage plus fondamental derrière les nombreuses divisions entre deux grands camps qui un retour à une forme de bipolarisation créatrice en politique? Pourquoi? Parce qu'elle pose de grandes alternatives à partir desquelles notre société peut faire quelques choix d'avenir. Mais je note une chose, la société québécoise en ce moment semble à la fois paralysée, comme vous le disiez, par une espèce d'esprit festif. C'est la fuite du politique et de l'historique dans le festif. Notre société consent à se dissoudre dans le festif. On s'amuse, on rigole, rien n'est grave, car rien n'est jamais grave chez nous. Et on mange très bien en plus. Beaucoup de mes amis disent, oui, mais on est très bien, on mange bien. Et pourquoi se révolter? Mais le ventre est plein. C'est le doux parfum toxique du déclin et de la décadence, quelquefois. C'est-à-dire, ça sent bon, on se rend pas compte, et au même moment, ça nous amollit et ça nous paralyse. Ça rappelle cette phrase de Gustave Thibon, vous savez, la mort de l'âme est indolore. Oui, non, c'est une belle formule dans les circonstances. Donc c'est tout à fait possible que ça se poursuive. Il n'est pas interdit d'être pessimiste, c'est quelquefois l'autre nom d'une raison désenchantée. Et c'est pour ça que vous utilisez le mot espérance, qui est une vertu non pas humaine, mais théologale. Là, je vous coince encore dans un coin, mon cher. Mais qui est une vertu politique néanmoins, si on fait l'étude du 20e siècle. L'espérance ou l'espoir? Alors ça, c'est une intéressante distinction là-dessus. Jean Roy a écrit un très beau livre, Le souffle de l'espérance. Qui est Jean Roy? Jean Roy, philosophe québécois, professeur en philosophie à l'Université de Montréal, qui a écrit un très beau livre sur l'espérance au 20e siècle. Donc, l'espoir et l'espérance, que m'est-il permis d'espérer, demande-t-il. Et il examine cette question à la lumière de l'histoire de la philosophie politique et de l'histoire du 20e siècle. Mais je dirais, l'espérance possible pour l'année qui vient, c'est une volonté tout simplement de se déprendre de cette impuissance, mais non plus à travers le carnaval festif de la rue, qui quelquefois c'est un succès donné à l'action véritable, mais désormais à travers une action politique réelle qui viendrait avec la revitalisation des partis politiques, qui viendrait avec la capacité qu'ont les partis à sortir de cette mauvaise habitude de présenter des mesurettes circonstancielles, d'acheter des petites clientèles électorales pour se bâtir une petite majorité circonstancielle encore une fois. Donc la capacité d'une revitalisation des partis politiques, une revitalisation du leadership politique. La possibilité aussi à partir de là de voir des figures s'engager. On l'a vu en 2012, la cuvée électorale n'était pas mauvaise. On se retrouvait avec des gens de qualité qui se présentaient pour les partis. C'est vrai, oui. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y a de nouveau de tels talents qui se présentent? Est-ce qu'autrement dit, lorsqu'on va regarder 2013, dans 15 ou 20 ans, on va se dire, voilà une année où la société québécoise a commencé à se remettre en mouvement, non plus seulement à partir de la rue, mais de réussir à redonner de l'esprit du mouvement et de l'élan à ses institutions. Mathieu, permettez-moi de parler de yaourt maintenant. Je fais pas un changement de sujet. Mais pour faire du yaourt, il faut une présure. Vous chauffez le lait, mais il faut toujours avoir une cuillerée de yaourt déjà fait à mettre dans le lait chaud, et ça fait le nouveau yaourt, ou le yogourt si vous voulez.
Quelle est cette présure au Québec? Quel est cet ADN fondamental? Quelle est cette blessure fondamentale, cette douleur fondamentale? Quel est cet appel à l'idéal? Est-ce qu'on voit des germes de cette présure de yogourt, si vous voulez, dans la société? Ben ça c'est notre drame en ce moment, c'est le rapport à la question nationale. C'est-à-dire la question nationale était celle à partir de laquelle historiquement le Québec a fait l'expérience de l'idéal. Oui. Celle par laquelle il s'est trempé dans l'idéal. C'est à travers l'idéal dans sa forme conservatrice, c'est la survivance. Nous survivrons, peu importe ce qui nous arrivera, nous survivrons. Dans sa forme grandiose, son rapport à la grandeur, c'est l'indépendance. C'est-à-dire un jour, nous existerons à notre propre nom sur la scène de l'histoire. Et c'est grandiose, souvent, c'est le bon mot. Oui. C'est réel, mais c'est grandiose en même temps. Or, dans les deux cas, la question nationale aujourd'hui intéresse de moins en moins. On sent, quand je parlais d'un Québec qui se décompose lentement, eh bien, d'un côté, on a, par exemple, dans les régions du Québec, surtout à Québec d'ailleurs, une espèce de désir d'américanisation morbide, de plus en plus visible, à travers la critique des lois linguistiques, à travers la critique du Québec qui serait un ghetto linguistique trop petit, qui nous empêcherait de nous émanciper comme Nord-Américains parce qu'on n'aurait pas accès au grand marché anglophone nord-américain. Donc une espèce de volonté d'en finir, ce que Hubert Aquin appelait la fatigue culturelle du Canada français. Donc on fête les 51 ans cette année. Oui, c'est peut-être en train de revenir devant nous de manière inattendue. Et de l'autre côté, à Montréal, l'apparition d'un nouveau peuple montréalais, finalement, la désaffiliation cosmopolite d'une partie significative de la jeunesse québécoise, de la jeunesse montréalaise. Et ça, on le voit de manière assez singulière à Montréal, de plus en plus lorsque les jeunes générations parlent en bilingue dans la même phrase. C'est parler le Justin Trudeau. Donc, il suffit d'aller dans ces quelques cafés qui font la mode et la tendance à Montréal pour entendre de plus en plus se parler bilingue systématique. Et c'est symptomatique non seulement d'une crise politique, mais d'une crise du langage, tout simplement. Nous ne savons plus à travers quelle langue nommer notre condition. Et à travers ça, je crois, et ça, c'est ce qui m'inquiète beaucoup ces années-ci. C'est pour ça que 2013, parlons plus largement des années présentes, j'ai l'impression que la décomposition politique du Québec depuis une quinzaine d'années et le sentiment, la réalité qui est celle de l'échec de l'indépendance, tout ça commence à faire sentir ses effets culturels, identitaires et sociaux. C'est-à-dire, on voit en ce moment des choses qui se préparaient depuis longtemps sous le signe de l'excentricité mondaine ou branchée, des tendances à la dénationalisation, des tendances à la décomposition identitaire, des tendances à une forme de doux abandon, c'est en train de se massifier culturellement, et ça, on peut s'en inquiéter. Et ça, c'est en relation avec le deuxième volet de cette chronique d'aujourd'hui, c'est la mondialisation, puisque ce dont vous parlez des élites montréalistes, si on veut bien, branchées, internationales, cosmopolites, etc., elles sont mondialisées. Donc, la mondialisation, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Ça, c'est le paradoxe, parce qu'au moment où une partie des élites québécoises, des jeunes élites québécoises, voient dans la mondialisation une porte de sortie à la question nationale, à la condition québécoise même, c'est-à-dire nous n'aurons pas à être québécois ou canadiens, nous serons montréalais, donc citoyens du monde. Au même moment où cette espèce de tentation cosmopolite est très visible, cosmopolitisme pendant le bon sens du terme, je le précise, très visible à Montréal, au même moment, l'Europe fait l'expérience de la crise de la mondialisation. Et ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est-à-dire, les Occidentaux se sont comptés l'histoire. C'était les discours des 20 dernières années. La fin de l'histoire, la démocratie perpétuelle, la mondialisation heureuse, la fin des nations, la fin des frontières, la fin de l'histoire, la fin de la culture. Oui, la fin de l'histoire, l'Occident s'installait définitivement à la manière d'une destination muséale et touristique. Nous étions le lieu premier à partir duquel le monde opérait sa conversion au festivisme planétaire. Bon. Et là, ce qu'on voit, lorsqu'on ouvre les yeux un peu, on constate d'abord que la mondialisation a ses limites. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec la crise financière depuis 2008, on redécouvre la nécessité des frontières. On redécouvre la nécessité de l'État, de ses capacités régulatrices. On redécouvre le fait qu'une citoyenneté, un individu purement désaffilié est incapable de solidarité politique. Appelons ça le cas Gérard Depardieu. Mais on voit aussi... Et Brigitte Bardot, peut-être. Oui, bien sûr. Et on voit aussi au même moment, alors qu'on croyait que les forces profondes de l'histoire ne jouaient plus sur nous, on voit des réalités historiques profondes remonter à la surface. On voit la Russie aujourd'hui oublier. On croyait qu'avec sa conversion à la démocratie après la chute du communisme, la Russie deviendrait une démocratie occidentale comme une autre. Certains l'ont espéré. Pas du tout. La Russie, à travers Poutine, est en train de reprendre, de se réenraciner dans son histoire impériale, avec une espèce d'un État semi-autoritaire qui, par sa politique énergétique, a de nouvelles stratégies de puissance dans le monde. On le voit avec la Chine qui émerge.
à la manière d'un nouvel empire à prétention universelle. On le voit avec le déplacement du centre du monde peu à peu de l'Europe vers l'Asie. On le voit avec le développement de l'Afrique en ce moment et d'ailleurs de ce qu'on appelle la Chine-Afrique de plus en plus. Après la France-Afrique, la Chine-Afrique. Donc les prétentions impériales de la Chine sont visibles par exemple en Afrique. Donc on voit que pendant que les Occidentaux croyaient que le politique était terminé, pendant que les Occidentaux croyaient que l'allégeance nationale ne comptait plus, pendant que les Occidentaux croyaient que l'histoire était derrière nous, Philippe Meuret a écrit des pages magnifiques là-dessus sur la post-histoire, l'écrivain français, grand écrivain français mort il y a quelques années. L'Empire du bien, là? Oui, entre autres choses. Il est mort à 50 ans, en plus. Oui, très jeune, malheureusement. Oui. Et, donc, pendant que l'Occident croyait que tout était terminé et que le monde devenait Disney World, eh bien, le monde réel se refaisait des forces et apparaît aujourd'hui. Et les Occidentaux, qui autrement dit ont sacrifié peu à peu les vertus liées à l'obligation civique, à l'obligation nationale, les vertus d'une politique de puissance finalement, eh bien, les Occidentaux découvrent qu'autour d'eux, plusieurs acteurs sont prêts à jouer à la politique de puissance. Et ça nous ramène donc à cette crise de la mondialisation dont je parlais dans ce deuxième volet de la chronique. Je crois que la crise de la mondialisation, par ailleurs visible avec la crise des dettes européennes, la crise de la dette européenne n'est pas à la veille de se terminer. On sauve l'euro aux 3 mois. C'est vrai. On l'a vu en Grèce, le jour, qui ne sera peut-être pas demain, non plus que dans 5 ans, mais peut-être dans 10 ans, si on ne fait rien. Ou l'Italie, la Grèce, bien sûr, je l'ai nommé, l'Espagne, la France, verront la question de la dette plomber véritablement la souveraineté nationale. Eh bien, on va se retrouver avec un monde qui sera beaucoup plus agité que prévu. Le 21e siècle, finalement, ne sera peut-être pas aussi calme qu'on l'avait souhaité. Est-ce que... Il y a un problème de vocabulaire là-dedans, il me semble, Mathieu Bocoté. On parle de mondialisation. Est-ce qu'on peut opposer deux concepts philosophiques, mondialisation ou universalité? Il me semble que moi, je serais beaucoup plus à l'aise dans un monde universalisé plutôt que dans un monde mondialisé. Je crois effectivement. Univers, cosmos, c'est un ordre. Il y a dans le propre du principe d'universalité l'idée, une idée très chrétienne d'ailleurs, comme quoi l'égalité fondamentale des êtres humains à tout le moins en dignité. C'est ça. Bon, alors cette prétention à l'universalité se trouve, je crois, par ailleurs dans chaque culture. Il y a une disposition à l'universalité dans chaque culture. Je dis souvent d'ailleurs du Québec qu'il me semble-t-il que j'espère qu'un jour on va libérer pleinement notre potentiel d'universalisation, c'est-à-dire le Québec se connectant à la condition humaine définitivement, non plus comme un réduit provincial, mais explorer toutes les potentialités présentes dans notre culture. Bon. Alors oui, par ailleurs, au niveau des droits humains, le 20e siècle nous a convaincus une fois pour toutes que l'être humain a des droits fondamentaux qui ne sont pas discutables, si je puis dire, quelle que soit l'autorité politique, quelle que soit la culture, quelle que soit la civilisation. Des droits limités, il y en a pas autant qu'on le dit aujourd'hui. Justement, limités, et c'est pour ça que je reviens à mon idée d'univers. L'univers ordonne les choses, et notamment les droits. Le monde est une chose neutre où le plus fort gagne. L'univers me semble un ordre, une architectonique dans laquelle tout le monde peut avoir des droits, mais ordonnés. Je comprends cette distinction qui me semble importante. Je la rapporte sur la question de la mondialisation. La mondialisation telle qu'on l'a connue de manière, évidemment, il y a des tendances lourdes là-dedans qui échappent à la volonté politique même, c'est-à-dire des profonds mouvements de l'histoire qu'on ne peut pas renverser d'une formule aussi brillamment tournée soit-elle. Oui. Mais il y a, depuis 20 ans, on l'a défini comme une espèce d'expansion illimitée des marchés, d'une gouvernance planétaire, technocratique, délivrée des souverainetés nationales, d'un monde qui s'extrairait finalement de l'histoire et qui n'aurait de la culture qu'une vision muséale ou commerciale ou marchande. D'un monde finalement qui sortirait de l'histoire pour arriver au stade définitif d'une paralysie heureuse. La mondialisation, par ailleurs, monde uniformisé, c'est-à-dire rien n'est plus semblable au quartier cosmopolite de la ville X que le quartier cosmopolite de la ville Y. Les cultures croyaient aller à leur rencontre en se désubstantialisant. Et il y a une ville qui s'appelle Y, littéralement I en France. Vraiment? Oui, je vais à I, j'y vais, je vais à I. Exactement. Ah mon Dieu, mais ça je l'apprends aussi. Oui, la ville de c'est une ville, c'est une petite bourgade, mais Y. Bon, espérons qu'une ville ne s'appelle pas X parce que ça serait plutôt malheureux. Et je crois que cette espèce de vision de la mondialisation qui s'est imposée idéologiquement depuis 20 ans ne tient plus vraiment. Ça ne veut pas dire que les forces lourdes qui poussent à l'unification planétaire ne continuent pas de travailler, mais un certain discours idéologique de la mondialisation, lui, ne tient plus parce qu'il est trop en désaccord avec le réel. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, je dirais, ça c'est pour ça que
2013, découpage circonstanciel, découpage arbitraire un peu, mais ces années présentes sont les années où nous faisons de nouveau l'expérience de la crise. Nous réapprenons que le monde ne sera pas aussi calme qu'on le souhaitait. Hein? Il y a eu les 30 glorieuses, on s'était habitué à la prospérité sans conflit. 45 à 75 à peu près. Hein? On a eu ensuite les 20 ans de la mondialisation heureuse, appelons ça comme ça, après la chute du communisme, où on croyait qu'il y avait une espèce de processus d'enrichissement universel qui s'imposait à tous. Et là, on constate que la loi de l'histoire, qui est celle du conflit, qui est celle de la limite, qui est celle des contradictions, qui est celle de la négativité, eh bien, les lois profondes de l'histoire recommencent, je dirais, on doit en tenir compte. Est-ce qu'on peut dire qu'on doit revenir à une vision métaphysique du monde, à une vision limitée, à une vision de gravité? Je sais pas si on peut dire que c'est une vision métaphysique, mais très certainement, on doit se délivrer de l'optimisme niais et heureux qui était celui de des marchands publicitaires et ainsi de suite pendant quelques années. Ça ne veut pas dire qu'on doit virer dans le catastrophisme ou le pessimisme. Hein. C'est une facilité de l'intelligence que de se réfugier dans le portrait le plus noir et de croire avoir là une réponse définitive aux problèmes humains. C'est très facile d'être catastrophiste. Hein. C'est élégant. Oui, c'est élégant. Ça passe bien dans les soupers, dans les salons, et en plus, c'est même presque érotique et sensuel. Hein. Ça attire les gens qui sont attirés par par un esprit grave. Ah bon, d'accord. Je vais essayer ça, tiens. Mais ça va fonctionner. Mais inversement, et un certain optimisme passe souvent pour niais. Hein, l'homme qui croit que tout ne s'effondre pas, c'est un crétin. Alors évitons d'un coup le catastrophisme bête et idiot, évitons aussi de l'autre côté l'optimisme niais qui existe et cherchons tout simplement à repenser le monde à la lumière de l'histoire, de repenser le monde dans cette tension indépassable entre le réel et l'idéal. Évitons de croire que nous sommes entrés dans une époque délivrée des conflits, délivrée des tensions, et évitons aussi de réduire les conflits et les tensions à la peur, à la haine, à la peur de l'autre. Cherchons tout simplement à penser de nouveau l'histoire telle qu'elle se présente à nous. Reprenons le projet aronien de penser l'histoire telle qu'elle se fait. Aronien de Raymond Aron. Bien évidemment. Bocoté, vous êtes toujours aussi brillant que d'habitude. C'est toujours agréable de vous écouter. Eh bien, merci infiniment. Aujourd'hui, c'était mercredi, mais vous revenez jeudi dans 8 jours. Bien on sûr. Revient au calendrier normal. Absolument, jeudi prochain. Alors voilà qui termine le Midi Actualité. Merci beaucoup.